Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce 6e livre club qui va s'ouvrir un petit peu différemment de d'habitude, puisque je demande tout de suite à Charles Gonzalez de monter sur scène. Bon, écoutez, bonsoir. J'ai le grand privilège d'abord de lire ce recueil d'Adam Caspar-Hustel parce que Éclat d'étoiles m'a profondément touché. Il s'agit des écrits d'abord d'un jeune homme qui pourrait avoir l'âge de mon fils, d'un amoureux de l'écriture, cette écriture est très rimbaldienne, qui raconte un voyage dans l'âme, vous voyez. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce garçon dont la maman est ici présente. Et vous pouvez être fier, Famille, d'avoir un fils aussi grand poète. Donc j'ai fait une sélection, évidemment. L'idéal serait de lire tout le recueil, mais il faut toujours une sélection qui est tout à fait arbitraire, arbitraire, pas pour moi, mais il fallait bien que je lise, que je vous présente cette écriture qui est absolument magnifique. Je vais vous lire la lettre du soldat. Je t'écris à l'heure où cette nuit désolée distille en vain dans nos âmes déchirées des rêves rémanents qui, à l'aube levée, se déliteront et pour certains, à jamais. J'ai vu l'humanité, sa triste vérité, vu cette bête faite de sang et d'acier, toujours plus avide de mort et de violence, brisée, massacrée, sa propre vengeance. Je t'écris à l'heure où cette dernière nuit pense les blessures de nos corps abîmés, offre aux survivants un misérable sursis, lui qui sera, par le son du clairon, brisé. Et quand l'appel à la folie résonnera, cet appel dont la plupart ne reviennent pas, j'arracherai mon corps à ce sol tant souillé. Au combat et à l'horreur, je me livrerai. Et tandis que le bruit de nos pas épuisés fera battre le cœur de ce monstre affamé, ta voix se mêlera au chant des condamnés, apaisera mon âme par la peur tourmentée. Tu me guideras alors vers la liberté, et dans les bras de la mort, tu me berceras. Dans sa brumeuse froideur, je m'endormirai, et ta voix, si douce voix, m'accompagnera. L'hymne au soleil noir. Là où tombent les corps des cadavres mortels, comme tombe la nuit, comme tombe la grêle, se fracassent à grand bruit sur les roches d'autel, ceux d'un culte interdit, un mal originel. Là où les corbeaux chantent une agonie repue, là où les corbeaux dansent un grand festin sanglant, où les cœurs tambourinent en des êtres tendus, vibrent dans les ruines, tel un glas impatient. Là où les lames chantent un requiem funèbre, là où les lames dansent un ballet mortifère, où ne vit ni ne brille autre que la ténèbre, où le monde gît brisé au fond des enfers. Oui, l'appel fatal pour vous venir. Le vent froid et cinglant me brûle le visage, comme si dans ma chute, des cieux étoilés, des flammes glaciales de l'enfer m'approchaient. Univers monstrueux de peurs et de ravages. Je chutais du ciel, ma vitesse accentuée par la masse de mon cœur empli de tristesse.
cœur devenu de granit, mes ailes arrachées, mort d'une étoile par la destinée, traîtresse. Le corps enflammé par les foudres coléreuses, je m'écrasais enfin dans ce monde nocturne. Ma lueur dévorée par la nuit silencieuse, mon corps mourant, luisant d'une sanglante lune. Et comment, en ce lieu maudit, ne pas succomber à l'attrait morbide d'une aveugle colère contre les juges immondes qui m'ont exilé et qui se disent au service de la lumière, abreuvé au sein de la haine dévoreuse. J'aurais fait chauffer en ses bras ma colère avide, goûtant en ses lèvres son âme vénéneuse. Elle insuffla son poison en mon être vide. Oui, le corbeau, au bord de l'agonie, le cœur ensanglanté, le corps déchiqueté par le blizzard du destin, je rampais sans espoir dans une traînée carmin. Quand un oiseau du malheur noir, comme éponsé, perché sur la branche d'un arbre mort, aux fruits putrides, égorgé d'un liquide noir, me dit « Oh toi, être rempli de souffrance et de tristesse, toi, dont le corps et l'âme ne sont qu'amas sanglants, je te promets l'ultime puissance vengeresse si tu goûtes le fruit de cet arbre mourant. » Ma gorge déchirée par les crocs des hurlements, mes lèvres cousues par le froid et l'isolement, crachèrent, toussèrent autant de murmures que de sang et laissèrent les mots lui venir par le vent. Ô toi, oiseau de mauvaise augure, en tout temps, ta bonté te privait d'un repas alléchant. Aurais-tu, à force d'en dévorer, gagné cœur? Ou bien pire que la mort ce fruit m'apportera? Car jamais corbeau ne crache sur un repas, ni que présage de sa présence ne fait erreur. Je préfère 2 tu auras que 1 tu as, car ton humanité dans ce fruit te perdra, et sur ton épaule à jamais je resterai, me nourrissant des cadavres de ta vengeance, car mon noir présage en ce jour est justifié. Tu mourras. Seul subsistera ta démence. Voici la vérité. Tu seras dévoré par le feu glacial de tes sentiments ignés. Sans titre. Les moments heureux et les instants de bonheur sont des éclats d'étoiles qui s'amoncellent en une tour d'argent, brillante de 1000 feux sous le zénith de notre existence. Phare étincelant qui guide nos pas. Mais quand le souvenir radieux de nos souvenirs sombre à l'horizon crépusculaire de notre vie, nous ne courrons plus qu'après son ombre, et elle s'allonge alors tant que nous ne pouvons attraper son sommet. Le spectre. C'était à l'heure du crime, l'heure sans espoir, où nos regards assassins viennent nous hanter. Cette heure terrible au relent d'éternité, où notre agonie semble alors s'éterniser, c'est alors que tel un ange, tu m'es apparu, un murmure, un souffle, un courant d'air, rien de plus, un spectre immaculé revenu du passé pour sécher les larmes invisibles qui coulaient de mes yeux devenus de si béantes plaies.
qui, dans l'ombre du passé, était plongé. Tu murmuras à mes oreilles un silence apaisant qui pensa mon cœur en mon être agonisant. Et tes doigts, dans un souffle, passèrent sur mes lèvres. Ils ont extirpèrent le goût de mes larmes amères, puis s'attardèrent sur ma joue, tel un courant d'air et firent chuter ma mélancolique fièvre. Oh. Dans les bras de ce doux souvenir, je sombrais, me laissant bercer par les soupirs du passé, me lovant dans ses cendres, comme pour retrouver la chaleur qui les avait un jour animés. Et même la plus douce des caresses, par son insistance, devient corrosive. Voilà. Bravo. Merci beaucoup Charles. Nous allons devoir enchaîner après cette belle lecture. Ça va être difficile, mais je demande à mes auteurs de venir sur scène, s'il vous plaît. Essachkowski, Rexa Neles et Fanny vont me rejoindre. Puisque ce soir, nous avons de nouveau une très grande diversité parmi les livres que nous présentons. Donc le recueil de poèmes d'Adam, un livre de fantaisie avec Rexane qui nous rejoint, et un thriller qui paraîtra la semaine prochaine. C'est une avant-première. Tu peux un peu te tourner pour m'occuper, parce que j'ai mal positionné. Fanny, tu étais évidemment touchée par la lecture de Charles. Bien sûr, bien sûr. Toute l'aventure de ce recueil, c'est vraiment une belle aventure qu'on a partagée. J'étais ravie que Charles Gonzalez puisse lire ces jolis poèmes. Il a mis le ton et il a mis vraiment beaucoup d'émotions. Là, j'étais très touchée. Donc Adam avait déjà publié plusieurs de ses poèmes sur un blog, et alors ensuite tu nous as confié des versions manuscrites. Tout à fait. Tu as laissé beaucoup de manuscrits, donc nous aussi on a dû faire une sélection pour le recueil, et on a réussi à faire un très beau recueil de poésie, qui plaît déjà beaucoup. Du moins, ça me plaît à moi et puis à mon entourage, puisque je suis très fière et très émue de cette édition, puisque il sort à titre posthume. Donc je pense qu'Adam, là où il est, il aurait été très heureux de voir ce que j'ai pu faire pour lui. Et parce que ça profite à tout le monde. Et du moins, sa sœur aussi est très heureuse de cette sortie. Sa sœur qui a laissé un mot aussi dans le livre, et on parle un peu de la couverture, qui est un tableau qui a été fait en hommage à Adam. Tout à fait, donc moi j'aime beaucoup l'artiste peintre Ardagol, et donc j'ai un tableau de lui chez moi, et au bout de 4 ans, je me suis un peu réparée, on va dire, et donc j'avais envie de me faire un cadeau, et j'ai contacté l'artiste, et j'ai proposé le projet de faire un tableau sur Adam. Et donc, après réflexion, donc, au bout de quand même un mois de réflexion, il a accepté, puisque avant, il s'est vraiment imprégné des poèmes d'Adam, puisque j'ai envoyé le site Le Labyrinthe. Et touché par ces poèmes, il a dit « Ok, j'accepte ». Et donc, il m'a fait un joli cadeau de Noël. Donc, il m'a envoyé un joli tableau magnifique, fait en spray en acrylique. Et donc, il fait partie... et il nous a autorisé à l'utiliser. Tout à fait. La couverture, et on le retrouve en intégralité à l'intérieur, le tableau entier.
Simon, je vais t'appeler Simon, puisque vous avez tous des pseudonymes. Je ne dirai pas vos vrais noms. Dans l'original du manuscrit du peintre à deux doigts, il y avait aussi pas mal de poèmes. Tu avais entrecoupé le récit de plusieurs poésies. C'est vrai que je l'avais caché à de nombreux endroits. Et au fur et à mesure des corrections, on les a peu à peu enlevés pour ne pas casser le rythme du thriller. Ce qui est compréhensible, c'est vrai que c'était caché un petit peu par jeu dans le manuscrit à différents endroits et par plaisir, et je vous avais trouvé. Tu as commencé par la poésie ou tu as commencé par les nouvelles, par tout de suite le roman? Alors même si l'idée première. Alors même si j'aime beaucoup la poésie, j'ai vraiment apprécié ce soir la lecture par M. Gonzalez. C'est vraiment le roman que j'ai commencé par écrire des histoires. Alors le peintre à deux doigts est venu, n'est pas la première histoire, mais publiée, ayant la chance d'être publiée par vous, voilà, c'est la première. Alors l'histoire se déroule à Bertigny-sur-Mer, une ville de Bretagne qui n'existe pas. C'est ça. C'était plus simple de choisir une ville qui n'existe pas, ou tu voulais pas être engoncé dans un paysage qui existe? C'est ça, ne pas forcément s'attacher à un endroit qui existe, mais en même temps s'imprégner aussi de décors que je connais, que j'ai visités, donc c'est plutôt la côte nord de la Bretagne, ce qui permet aussi d'être libre pour créer une action et de créer un décor de toutes pièces pour son intrigue. Donc c'est aussi un plaisir aussi d'inventer des univers et des lieux géographiques. L'action se passe principalement dans un manoir de cette ville où vivaient une famille, les parents, les deux fils. L'un des deux fils a un don très particulier pour la peinture. Il va être aidé par sa tante pour développer ce don, sauf que la tante n'a pas que de très bonnes intentions, puisque ce don traverse toutes les générations dans la famille. Il est un petit peu spécial. Alors c'est toujours difficile de parler d'un thriller parce que on ne veut rien dévoiler. Oui, c'est pour ça que je vais être obligé de me taire. Voilà, tu ne me fais pas le même coup. Non, oui, c'est ça, c'est un don qui se transmet, donc c'est à la recherche un petit peu du génie par rapport au peintre. Voilà, c'est une aventure, la quête d'atteindre une perfection, un but dont on ne connaît pas forcément le sens au départ. On n'a pas envie de faire partie de ces modèles. Non, pas forcément. Non. Il faut mieux pas le croiser. Mais il peint très bien. Et l'enquête commence avec Enkibo. C'est ça. Voilà, au début, c'est une enquête qu'il juge très simple. Lui, il va partir en vacances, donc il pense clore le dossier très rapidement. Il y a des casses dans des maisons qui sont abandonnées, enfin qui sont laissées vides pendant que les Parisiens sont dans la capitale, avant qu'ils reviennent séjourner en Bretagne pour les vacances. Et puis finalement, il va tirer le fil. Donc c'est vraiment un thriller où tu nous emmènes adroitement dans le passé, puisqu'on revient de temps en temps par flash. Ce ne sont pas les personnages qui se souviennent, c'est vraiment le narrateur qui nous aide au bon moment à revenir dans les années 70, dans les années 80, pour comprendre petit à petit ce qui se passe. Et puis c'est finalement pas une si gentille histoire, c'est pas une affaire aussi simple, et ça s'accélère beaucoup à la fin, jusqu'au dénouement Oui, assez alors, tragique pour presque tous les personnages. que dire de plus du coup? Sans rien dévoiler, mais c'est exactement ça. C'est un petit peu une quête qui surfe un petit peu sur le réel, en tout cas sur les sensations des protagonistes. Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont en quête de quelque chose d'une chimère? On ne sait pas vraiment. Oui, parce que tout est réel, sauf effectivement le don du peintre qui est très mystérieux et qui lui dépasse la réalité. C'est pour ça qu'on a envie de le rencontrer. Mais Rexane est allé beaucoup plus loin dans le détachement du réel, puisque tu nous as confié ton livre L'appel du Massus Aona, qui est donc le premier tome de cette aventure. Tout à fait. Un roman fantasy qu'on a beaucoup apprécié dès la première lecture, parce que c'est vrai que les romans fantasy, c'est très particulier. C'est un public très exigeant. C'est un genre qui est très apprécié, mais qui répond à certains codes. Et en fait, l'appel du Massus, il répond à ces codes, mais je ne sais pas comment dire, il est plus léger, peut-être que les autres livres fantasy, parce que c'est une quête initiatique qui
commence avec le héros principal, Réan, Oui. voilà, qui lui aussi a un don, Oui. qui va devoir développer, sauf que lui, il n'a pas le choix. Il va devoir répondre au fameux appel du Massou, quitter sa famille, être pris en charge par une guide, et partir avec combien d'autres jeunes? En tout, au départ, ils sont 7. Ils sont 7 dans le groupe initial. Oui. Merci, au revoir. Ah. Raconte-nous la naissance de ce livre, parce que nous on le connaît et on aime bien l'histoire de la naissance. Alors, comme beaucoup, j'aimais écrire depuis toute petite, avec les rédactions, les dissertations, les journaux intimes. Je m'étais essayée à quelques romans, mais j'avais toujours l'impression que les idées avaient déjà été prises dans des romans, elles avaient été mieux développées, mieux écrites, donc je laissais tout dans les tiroirs. Et puis en juin 2016, mon fils cadet de 13 ans, donc au début de l'été, lors d'un tournoi de rugby, se blesse méchamment. Il est immobilisé par une fracture de la clavicule, donc il ne peut rien faire. Il est droitier, clavicule droite, il ne peut plus rien faire. Donc il lit un peu, il regarde un peu la télévision, mais très vite, il s'ennuie. Et puis j'avais eu une idée de départ. On entendait beaucoup à l'époque parler du retour du service militaire, obligatoire. Est-ce qu'on allait le remettre, pas le remettre? Moi je suis mère et belle-mère de 4 garçons qui étaient en âge, si service militaire il devait y avoir, d'y répondre. Et évidemment, en tant que mère, on trouve ça, on tique un peu, on ne veut pas se séparer de ses enfants. Donc j'étais partie de là, et j'étais partie de quelqu'un qui devait répondre à une obligation de suivre une quête, donc Réal. Mais je voulais le prendre à contre-pied, et donc Réal ne veut pas suivre cette quête. Il est obligé de le faire, parce que sinon les conséquences sont graves, très graves pour lui et ses proches. Et donc c'est un anti-héros qui va suivre sa quête en freinant des cas de fer. Il ne le veut pas, mais en même temps, il comprend que c'est son devoir. Oui, il n'a pas le choix. Il n'est pas enchanté de commencer cette quête, mais il est quand même déjà responsable et il a conscience du don qu'il a en lui et qu'il faut le développer Ouais. pour ne pas en subir les conséquences. Donc j'en parle à mon fils. Voilà, j'ai dit, tiens, j'ai une idée, est-ce que tu veux qu'on écrive ce livre ensemble? Alors il me dit, oui, il s'ennuyait, il me dit, oui, allons-y. Donc il est dans la salle. Donc il vous dira que 90% des idées du premier volume, du premier tome, sont ses idées. Je lui laisse ce jugement. Et donc on a commencé à s'organiser des brainstorming, tous les deux, et à créer complètement cet univers, à partir de rien. Donc on pense en fantaisie qu'on peut tout se permettre, ce qui est faux. On peut se permettre de créer des univers, des peuples, etc. Mais il faut quand même une certaine cohérence dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut raconter. Dans les messages, moi je voulais transmettre pas mal de messages avec mon fils. Et on a beaucoup ri parce qu'on avait des idées qui nous semblaient complètement farfelues, qu'on a abandonnées. D'autres qui nous semblaient géniales, mais en réfléchissant bien et en se renseignant, il y avait quelques gouttes déjà vues ailleurs, qu'on ne voulait pas garder. On s'est beaucoup amusé. Et on a fait ça tout l'été. Donc on a fait ensemble les plans du premier tome. Moi j'ai fait les plans également des suivants. On a mis toutes les idées noir sur blanc et ensuite la rédaction était pour maman. Ça a pris longtemps la rédaction? Oui, parce que j'ai dû... 2016, je crois que ça a été en 2018, 2019. Parce que moi, quand je l'ai présenté aux maisons d'édition, c'était le 21e jet. Oui. Et puis j'ai dû pendant 1 an mettre de côté l'écriture parce que j'ai dû combattre un cancer. Donc voilà, ça aurait pu être plus rapide sans ce combat. Ça va, pour 600 pages, c'est assez rapide. Oui, surtout qu'il faut tout construire. Oui, et puis rester cohérent sur toute la durée, puisque c'est complètement inventé, c'est dans un monde fantastique qui a parfois d'autres lois que les nôtres. Oui. On peut parler un peu des influences de chacun, et revenir à Adam, parce qu'Adam n'écrivait pas que de la poésie, il avait beaucoup de passion, et c'est très riche. Fanny, tu vas nous en parler un petit peu. Ah, vas-y.
Donc effectivement, Adam avait beaucoup de passion, entre autres la fantaisie. Il adorait la lecture de fantaisie, Michel Robert. Il est tombé dedans, il a lu toute la collection, les Macintosh, les Fiona. Donc voilà, il adorait ça. Donc entre autres, donc il aimait beaucoup les poètes aussi. Donc il a beaucoup lu, surtout Baudelaire. Donc je ne sais pas pourquoi Baudelaire, mais il avait une sensibilité pour Baudelaire. Il aimait beaucoup la musique aussi. Donc en plus d'aimer la littérature, il aimait beaucoup la musique. Et c'était un passionné de guitare, de basse, piano. Donc il avait un groupe aussi, puisque après le bac, il a fait une école de musicologie, donc il était bassiste. Et en parallèle, il a une autre passion, c'est la musique des balkans, parce qu'il trouvait que c'était une musique où il y avait une âme, où il y avait... c'était le complainte d'un peuple pour transmettre leur histoire, leur héritage. Donc il avait appris le bouziki, donc c'est un instrument grec et irlandais. Et il participait activement à cette Activement à cette culture. À cette culture, donc à Strasbourg, puisqu'il y avait plein de festivals, que ce soit en Italie, en Estonie. Bien sûr, il chantait en plusieurs langues aussi, puisque c'est la musique des Balkans, c'est la musique du monde. Et donc il chantait et il était musicien comme dans plusieurs langues. Il avait le temps d'écrire. À quel moment il écrivait? C'était la nuit? C'était... Alors, Adam, il était un peu insomniaque. Donc, il écrivait beaucoup la nuit. Donc, c'était un enfant très sensible, solitaire, mais qui n'aimait pas la solitude. C'est paradoxal, mais voilà. Donc, il est dans sa petite bulle, son petit monde à lui, mais ça n'empêche pas qu'il aimait avoir du monde autour de lui, partager sa passion, la musique, puisqu'il donnait au conservatoire des cours de guitare à des jeunes de quartier. Son papier, ils appellent ça, les musiciens sans papier. Donc c'est vraiment l'apprentissage de la musique à l'oreille. D'accord. Voilà. Simon, tes influences, qu'est-ce que tu aimais lire avant de devenir un auteur? Un peu de tout, mais mes premières très bonnes impressions, ça a été Stephen King et Barjavel, forcément, comme beaucoup de personnes peut-être. Et je pense aussi à Jodorowsky par rapport à la BD avec Mobius et la trilogie, enfin avec l'Incal. Donc il y a un côté très graphique aussi quand j'écris, c'est vrai, donc j'ai beaucoup d'images ou des tableaux qui viennent. Et puis sinon je lis un peu de tout, donc j'ai pas vraiment de limite. Et l'inspecteur, il est inspiré de qui ou de quoi? Parce qu'il est un petit peu vieille école. Il a des côtés... Peut-être la mémoire, un petit peu, je sais pas. Bon, alors je t'ai traité de vieille école. J'accepte. J'accepte, c'est bon. C'est gentil, merci. Non, je sais pas, c'est vrai que c'est un petit peu un stéréotype. Moi, j'aime bien l'imperméable, en fait. J'aime bien le porter sous la pluie. Et Enki aime le porter sous la pluie. Et ça commence comme ça. Et ça finit beaucoup sous la pluie. C'est ça. Donc ça vient de là. Non, c'est vrai que je prends un petit peu tout ce qui me passe par l'esprit, que ce soit de la littérature ou du cinéma ou de la BD. Après, je fais ça à ma sauce, forcément. Pas de limite. Franchement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est tout genre. Et tu écris rapidement? Tu écris quand? On veut tout savoir. Dès que je peux, j'écris. Le peintre à deux doigts était écrit très rapidement, parce que je commençais un 1er septembre, peu ou prou. L'écriture était finie au 1er novembre et envoyée au 15 novembre. Donc t'as pas fait de plan du tout? Non, parce que celui-ci est venu très rapidement, j'avais un tableau en tête, j'avais une action figée. Il fallait simplement qu'il y ait des mails. Juste à un moment, j'ai choisi, soit je restais sur un registre, où je pouvais bifurquer et choisir un autre itinéraire. Donc, je me suis payé de ce luxe de changer de registre au moment
au 3/5 du roman. Donc c'est vraiment à toi que je découvrais en fait ce qu'il se passait tout en ayant le début et la fin. Mais l'itinéraire des personnages, c'était un plaisir de le découvrir pendant que je l'écrivais. Donc celui-ci a été écrit d'un trait, effectivement, où j'écrivais le matin, le week-end, tous les C'est jours. pas mal de faire son plan parce que, quand même, avec tous ces retours dans les années 70-80, tout s'imbrique parfaitement bien. Ouais. Donc, C'est croire vrai. que tu as travaillé J'ai- 6 mois j'ai- dessus et fait 25 plans avant de réussir. J'avais fait un plan pour le précédent. Le piège, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'était de vouloir absolument aller à un jalon, d'aller à une étape que j'avais marquée et d'avoir une posture des fois un petit peu rigide dans les personnages. Donc, bon, celui-ci, je voulais faire sans plan. Voilà. Et tu as commencé à lire L'appel du Massous? Oui, Je sais que tu l'as. j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire et j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'en fait, on est embarqué très rapidement dans l'histoire. C'est pas forcément le genre où j'ai le plus parcouru de pages. Et là, je dois dire que très rapidement, en fait, on se rend compte qu'on avance dans l'histoire et on s'attache au personnage et c'est agréable. Ouais, l'action commence tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est tout de On suite est intrigué, on a envie de savoir au- quel est cet appel, quelle est cette quête. C'est bien embarqué. Rexane, tu lisais de la fantaisie avant d'en écrire ou c'était plutôt ton fils qui était dans le... J'ai toujours, alors je pense que depuis l'âge de 9 ans, je lis énormément. Je ne peux pas m'endormir sans lire. Et comme Simon, j'ai beaucoup lu, je crois que je les ai tous lus d'ailleurs, les Stephen King. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai un ami qui était outré d'apprendre que je n'avais jamais lu Tolkien. Donc j'ai réparé cet oubli. Et je suis complètement tombée amoureuse de la fantasy. Tolkien, c'est le référent. Voilà. Donc, et c'est tellement bien écrit, tellement. Je ne sais même pas comment je pourrais le qualifier. Il n'y a pas d'adjectif assez fort. Et après, donc, j'ai essayé de découvrir d'autres auteurs, plus contemporains, des plus anciens. Et même si je reviens souvent à la fantaisie dans mes lectures, je lis quand même beaucoup d'autres choses à côté. Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas de la fantaisie pure et dure. Hein, c'est entre plusieurs genres et il faut toujours qu'on donne au final une catégorie au livre. C'est comme avec le peintre à deux doigts, qui est thriller, mais en même temps c'est une enquête policière, en même temps c'est surnaturel. Donc vous nous donnez beaucoup de mal à trouver la bonne catégorie à donner aux libraires. C'est votre C'est ça qui est problème. bien. Quels sont les messages que tu voulais faire passer dans l'appel du Massou? Alors il y en a beaucoup. Peut-être que tu vas nous citer les messages principaux. Parce que là c'est le premier tome, donc Ouais. il y a eu beaucoup de messages déjà, comme c'est le début de la quête, qui découvre ses camarades, qui découvre un nouvel univers. Il y a évidemment l'amitié, le passage de l'adolescence à l'âge adulte et tous les questionnements, les remises en question qu'on peut avoir, avec la perte des illusions qu'il peut y avoir. La remise en question aussi de ce qui est établi. Est-ce qu'on peut se rebeller? Est-ce qu'on ne peut pas se rebeller? Est-ce que l'union fait la force? Est-ce que le seul qui est contre est celui qui a tort? Voilà. Et ensuite, je voulais aborder des sujets beaucoup plus contemporains, comme la tolérance vis-à-vis de beaucoup de sujets, comme l'homosexualité, comme les différences sociales, parce que tous ceux qui sont appelés à suivre l'appel du Massous viennent de différentes régions, de différentes... voilà, il y a des bourgeois, il y a des paysans, voilà, des enfants de bourgeois, des enfants de paysans. L'environnement aussi, c'était un sujet dont je voulais parler. Le respect de l'environnement, le respect de la nature. Difficile de parler de magie qui touche les 4 éléments sans parler de la protection de la nature, me semble-t-il. J'en oublie sûrement. Tu peux peut-être m'aider? Dans quelle partie tu vois le message environnemental? C'est dans sa relation avec l'animal ou Oui, principalement? alors, et ça arrive surtout dans les tomes qui vont suivre. Dans le tome 2, là, c'est très très centré sur la protection de la nature.
puisque chaque tome s'intéresse à un autre élément. Un élément, oui. La couverture qui est là, c'est l'élément R. Absolument. Et là, le second, ce sera la Terre. Grand scoop. Bientôt, on espère. Oui. Fanny, tu penses que Adam voulait transmettre un message à travers ses poèmes? Parce que certains disent qu'ils sont pessimistes, d'autres, voilà, c'est chacun a une relation différente avec les poèmes. Qu'est-ce qu'il voulait passer comme message sur notre monde, sur la vie en général? C'est difficile de parler pour lui. J'ai beaucoup discuté avec mon fils. C'était un gamin très rêveur, très sensible à l'injustice et à la nature. Il était très proche de la nature. Il aime beaucoup les promenades et s'isoler en forêt. Donc, moi, je viens de Strasbourg, donc ça va. Le week-end, il aimait bien aller seul se promener. Il y avait des endroits pour. Il y a beaucoup de choses à Strasbourg. Et vu son jeune âge, il avait un regard sur le monde qui était vraiment très clair et je trouvais qu'il était très mature pour son âge. Et il a écrit ses premiers poèmes à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai trouvé des poèmes. Donc dès qu'il a su écrire, il mettait ses réflexions sur le monde sur papier. Et quelques années plus tard, il me disait « Maman, mais je suis née pas à la bonne époque. » Il ne se retrouvait pas dans notre monde à nous parce qu'il y avait trop de guerres, il y avait trop d'injustice, donc il trouvait vraiment qu'il y avait trop d'injustice et il voulait un monde meilleur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est un peu réfugié dans la littérature. Peut-être qu'il y avait plus le côté musical qui était joyeux, extraverti, positif, et que les poèmes étaient plus pour lancer un message et dire voilà, il faut sortir de ce marasme, il faut améliorer les choses, il faut être joyeux, il faut que le monde aille mieux. Effectivement, donc il y a beaucoup de peuples qui sont tristes, qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux par la musique, la chanson, la musique, et donc il était fasciné par ça. Donc nous, on se contente, on est toujours à l'heure, on n'est pas heureux avec ce qu'on a, alors qu'il y a des peuples qui n'ont rien, mais qui sont heureux par la musique, ça leur fait du bien. Merci. Simon, tu viens nous dire autre chose sur le thriller? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et tu as bien réussi parce qu'on s'attache à tous. En fait, il y a Inkibo, l'enquêteur, ça devrait être le personnage principal, mais en fait, tu as bien développé à la fois les deux frères. Ils ont tous un côté sombre et un côté plus positif. La tante peut-être un peu moins de côté positif. On a changé les noms des personnages en cours de route pour certains. Ça veut dire que tu t'es inspiré de ton entourage? En 2 mois, j'ai pas eu trop le temps en fait, de m'attarder sur les prénoms. Je m'inspire de choses que j'ai pu vivre, de lieux que j'ai pu découvrir, mais à chaque fois c'est pour le retransformer, le modeler à ma volonté. Donc ça c'est. Après, effectivement, on s'attache à des personnages qui sont horribles en fait. On s'en rend pas compte, ça passe tout seul. J'ai l'impression que les personnages font effectivement des actes qui sont atroces. Et sans s'en rendre compte, j'ai l'impression qu'on peut avoir, en tout cas, les apprécier, avoir un petit peu d'être un petit peu peiné pour ce qu'ils vivent, et tout en oubliant qu'ils commettent vraiment des actes affreux en fin de compte. Oui, parce qu'on peut le lire au premier degré et puis ça passe et comprendre ce qui arrive réellement quand il réalise des portraits. Voilà. Il y a un message particulier ou c'était juste pour nous faire peur pour le mois d'octobre? Non, je me suis dit en 2 mois je l'écris, après je réfléchis au message. Non, je pense pas. Effectivement, le fait que ça soit très rapide, très spontané, il y a quelque chose de. Effectivement, je pense qu'il y aura peut-être de quoi dire sur est-ce que c'est le
d'auteur qui dévoile des choses. Non, je pense pas. C'est simplement montrer aussi que des choses affreuses peuvent surgir de personnes aussi qui n'en paraissent pas forcément, qui n'en ont pas l'air, sauf la tante qui d'entrée de jeu ressemble à une sorcière, mais comme quoi l'affreux peut facilement se mélanger au... La tante, elle répond aussi à une sorte de mission. Oui, mais ça, voilà. Mais oui. plus brutalement. Mais comme le policier, c'est un peu l'archétype, c'est un peu une vieille sorcière. Voilà, le policier a son impair et la tante a l'aspect d'une... Il se retrouve souvent dans un bar pour réfléchir. Il se retrouve souvent dans le bar pour réfléchir. Enfin, surtout manger. Manger, oui. Boire, peut-être. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté où on a l'impression qu'on surfe aux limites du réel. Ils mangent et ils boivent un petit peu. Voilà. Ce qui aide. On sait que tu as déjà écrit d'autres livres. Est-ce que l'écriture ensuite a changé avec tout le travail qu'on a fait avec le correcteur pour le peintre à deux doigts? Est-ce que tu as modifié ta façon d'écrire et de raisonner en faisant tes prochains livres? Oui, un petit peu. Et en fin de compte, d'ailleurs, je dois le remercier parce que Jonathan a fait un travail, le correcteur a fait un travail formidable. Alors forcément, on n'a pas envie d'avoir, si jamais ça doit se reproduire, de l'avoir tout le temps sur le dos à avoir des choses à modifier. Donc on fait en sorte de s'améliorer. Le registre n'est pas le même en plus, donc je dois faire attention à plein de choses. Ouais. On apprend beaucoup. Tu veux nous en dire plus ou c'est encore secret entre nous? On fait du suspense comme dans le livre. On fait du suspense comme dans le livre. Toi, ça a modifié ta façon d'écrire le tome 2, je ne sais pas où tu en es du tome 2. Oui. En fait, qu'est-ce que tu je pense que j'ai été traumatisée par Jonathan. Et tout le long de l'écriture du tome 2, je l'avais comme une bulle de bande dessinée. Et je me rappelle, il m'a traumatisée dans ce sens que quand je travaillais en collaboration avec lui sur la correction du premier tome, j'avais l'impression de travailler avec un enfant de 3 ans. Parce qu'il est tellement minutieux que c'était tout le temps « et pourquoi ? Et est-ce que tu es sûr ?» Et je pense que le premier message que je lui ai envoyé, quand j'ai reçu et quand j'ai lu ses corrections, je lui ai dit Jonathan, je vouais. Voilà, c'est dit. On s'amuse beaucoup dans la maison d'édition. Ah oui, je vouais. On traumatise les auteurs. Ça l'a fait beaucoup rire. Et en fait, non, tout est ancré, en fait. Tout le travail qu'on a fait ensemble est ancré. Et j'en ai tenu compte dans la rédaction du second tome. Et après, il faut faire attention parce que, évidemment, on est humain. Donc, on a tous ces préjugés, on a tous des idées bien arrêtées, on a tous des sujets qui nous froissent. Et des sujets pour lesquels on est très sensible. Moi, je sais que Jonathan est très sensible et fait très attention à certaines choses alors ce qui est étonnant, c'est le sexisme, par exemple. Oui. Moi, en tant que femme, c'est d'autant plus étonnant qu'en tant que femme, ça me passait largement au-dessus de la tête, alors que pour lui, il me dit non, là, tu vois, c'est beaucoup trop sexiste. Est-ce que tu es sûre? Voilà, par exemple. Et maintenant, j'ai fait plus attention. Oui. Parce qu'il a raison, j'allais loin, il a raison. Bon, là, c'est pas forcément choquant pour les lecteurs, mais surtout ça dessert les personnages, comme le personnage principal, qui parfois pouvaient avoir des réflexions, qui peuvent... au début, c'était oui, c'était beaucoup plus... très, très, très macho, sexiste. Et d'ailleurs, Jonathan a eu cette réflexion très juste. Il m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on ait ton personnage principal? C'est ça. Alors, évidemment, le choc, ben non, surtout pas. Il me dit, parce que là, c'est ce qui va se passer. Donc on a tout modifié. Il y a toujours un passage et des scènes qui étonnent certains lecteurs. Mais ton livre donc, est sorti en novembre de l'année dernière. Ça marche très bien. Après, pour des tomes, c'est vrai qu'on a souvent la réflexion, j'attends que tout soit sorti pour le lire. Donc commencez à le lire maintenant, dès le tome 1, comme ça on pourra faire sortir les autres, mais là, en général les commentaires étaient très bons. Oui. On est très contents. Moi aussi. Merci. Et de toute façon on attend. Donc, Adam a aussi t'as fait beaucoup de choses à Strasbourg pour qu'il soit dans les librairies. Hein. On a vu les belles photos à la librairie Kléber,
qui ont fait toute une présentation. Il entre à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Donc tu te démènes énormément. Raconte-nous un petit peu, parce que tu vas aussi dans les lieux que Adam fréquentait. Donc effectivement, le livre est sorti en juin, donc je ne veux pas le laisser comme ça. Il faut aussi, dans sa ville natale, le faire briller. Donc j'ai démarché les libraires, parce que bon, forcément, c'est une commande en ligne, ils ne voulaient pas. Donc j'ai convaincu la librairie Kléber, qui est la grande librairie de Strasbourg. Donc ils m'en ont pris un certain nombre, ils m'ont recommandé d'autres exemplaires récemment, parce que ça marche bien. La FNAC aussi, puisque la FNAC n'achète pas les livres, parce que c'est en commande en ligne. Oui. Donc j'ai réussi à convaincre le responsable d'en commander. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi, sa maman, en local, pour qu'il soit connu. Donc j'ai démarché la médiathèque de Strasbourg, j'ai pu exposer mon projet, et parce que je voulais que Strasbourg sache aussi qu'ils ont un jeune auteur strasbourgeois alsacien, qu'ils mettent un peu en lumière. Et donc la responsable de la médiathèque, après la lecture de son blog et notre entretien, a décidé de référencer à la médiathèque. Donc c'est disponible en consultation gratuite pour les abonnés. L'autre projet, c'était pour la BNU, donc la Bibliothèque nationale universitaire. Donc pareil, je trouvais qu'il y avait sa place. Donc je suis convaincue, donc je suis une maman, j'ai un amour conditionnel, donc forcément, moi je veux qu'il soit partout. Parce qu'il y a... Jean d'Ormesson écrivait quelque chose qui me plaît beaucoup, que je m'attache à le faire vivre. Donc il écrivait, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans les mémoires des vivants. Adam est parti, trop jeune bien sûr, accidentellement, et je me dis mais il faut que les personnes qui gardent son empreinte, donc ça passe par ça, pour toutes les actions que j'ai faites. Là où il travaillait, donc il était dans un bar en ville, donc gentiment le gérant a accepté de mettre une affiche avec la vente de ses livres. Il y a des tabacs, des presses qui ont accepté de jouer le jeu, d'autres bibliothèques aussi. Donc ça continue, j'ai d'autres projets encore, comme le théâtre de Strasbourg. Oui. Donc j'ai proposé comme Charles Gonzalez a bien voulu faire la lecture, de faire un spectacle vivant, de mettre en musique les poèmes d'Adam, pourquoi pas avec ses anciens groupes du Bazilka, et de faire un spectacle autour des poèmes d'Adam. Voilà, c'était juste le point de départ d'une belle nouvelle aventure. Voilà. Donc... Et la plus belle remarque que nous on a reçue sur le recueil, ça vient parce qu'il y a des influenceuses qui nous suivent sur Instagram. Et puis en général, effectivement, ils lisent des livres, elles ont beaucoup aimé L'Appel du Massot, elles n'ont pas encore reçu Le Peintre à deux doigts, parce que d'abord on te voulait sur scène avant de lancer à l'extérieur. Et on lui a envoyé le recueil de poèmes, donc elle était très surprise, parce qu'elle n'en lit pas du tout. Elle doit avoir, je ne sais pas exactement, 19 à 20 ans. Et puis très rapidement, elle est revenue vers moi et elle a dit c'est la première fois que j'ai de la poésie, c'est absolument merveilleux. J'ai adoré ce recueil et voilà, je vais me mettre à lire de la poésie. Et ça, c'est toujours la plus belle remarque quand des gens qui sont éloignés de certains genres littéraires arrivent à travers un seul livre à y revenir, ou à y venir complètement. Et maintenant, elle lit de la poésie autant qu'elle peut. Tant mieux. C'est Adam qui lui a donné le goût de la poésie. J'en suis très heureuse. Pour revenir à ça, c'est vrai que
l'aventure a démarré avec un article de Michel Pompey dans Libération, parce que j'avais lu un article sur la poésie qu'il avait fait et j'avais beaucoup aimé, donc je l'avais démarché pour dire que j'avais beaucoup aimé son article, et donc je lui avais dit voilà, je vous propose de découvrir un nouveau poète, et j'avais envoyé le lien, et donc effectivement il était un peu étonné, si jeune et le texte si sombre et assez torturé, parce que quelque part, oui, c'était torturé. Et donc, il a bien voulu me faire un article dans Libération, donc c'était le point de départ de ce projet-là. Donc, il me dit, au bout de 4 ans, ça y est, je veux, on enclenche l'histoire. Oui. Et en parallèle, il est prof de français. Moi, ça, je ne savais pas. Et donc, récemment, il m'a envoyé une vidéo de ses élèves qui ont appris, il est professeur au collège. Donc, il a fait apprendre le poème Souvenir. Et il a fait le réciter à ses élèves, qu'il a noté. Donc, j'étais très contente. C'est toujours bon. Ouais, Donc, Adam a appris les poèmes d'Adam au collège. Et donc, voilà, je suis très heureuse. Donc, c'est plein de petits événements, des petites attentions, des petits éclats de mon étoile qui brillent. Voilà, des éclats d'étoiles. Parce que c'est éclat au pluriel et étoile au singulier pour Adam. Pour Adam, tout à fait. Est-ce que le public a envie de torturer nos auteurs ou... Je ne vous vois pas encore. Donc Jean-Didier va nous mettre la lumière. On vous voit tous parce que je vois une main levée. Et donc, je vais écouter la main levée. Ah, je vois un visage. Je vous félicite tous les trois. Et puis, je voulais demander à Simon, puisque manifestement, vous avez écrit 3 livres à partir de l'âge de 35-36 ans, comment vous avez fait pour tenir, pour ne rien écrire avant? Comment c'est possible? Qui me dit que j'ai rien écrit? J'avais tout en tête. Ça vous a pris quand, alors, ce goût d'écrire? Est-ce que C'est terrible, hein? tu aimais Je crois que c'était limité à une question par personne. Veuillez m'excuser, madame, on va passer à quelqu'un d'autre. C'est la même question approfondie pour que tu parles. Alors, vraiment, c'était il y a 6 ans. Et c'était en Bretagne. Voilà. D'où, et je suis attaché à la Bretagne, c'est aussi pourquoi la ville de Bertigny, qui prend place dans les côtes d'émeraude, quoi. Voilà. Il suffit de lire le livre pour le savoir. À l'école, t'aimais les rédactions? Oui. Il y avait déjà de l'imagination. Si, j'ai toujours aimé. Alors, Ouais. j'ai pas été dans une filière littéraire. Bon, je me débrouillais quand je m'y mettais. J'ai toujours apprécié. Après, c'est vrai que l'imaginaire, en général, c'était pas que par la littérature ou par l'écriture. Voilà, ça passait par plein d'autres médias. L'écriture, c'est vrai que c'est un petit peu plus tardif. Après, c'était improvisé, mais plutôt pour soi, au collège, au lycée un peu plus tard. L'écriture, c'est un peu plus un aboutissement, on va dire. Voilà. Ça répond à votre question, c'est certain. Donc Simon aime beaucoup les questions, allez-y. Non, Merci. J'en étais sûre. Moi j'ai une petite question pour Rexanelles. À quand pouvons-nous attendre la suite de l'appel du Massos? Je dirais que tout va dépendre, puisqu'il y a 5 tomes de prévus, tout va dépendre du temps que consacrera le poseur de cette question. Merci, fils. La suite, Tout est prêt. Les 5 tomes sont prêts au niveau des plans et des idées principales. Après, tout est une question de rédaction. Mon souci, c'est que j'ai récemment perdu des centaines et des centaines d'heures de recherche en perdant un ordinateur. Donc, du coup, j'ai été ralentie
dans la rédaction du tome 2, et puis petit à petit, je recrée mes bases de données. Ouais. Parce que le premier c'était 80% ton fils, les autres, ça diminue le pourcentage? Et oui, La dose. puisqu'il est de plus en plus occupé par d'autres passions, donc je suis un peu négligée. Il faut que je prenne rendez-vous maintenant. Avez-vous d'autres questions? Non, tout était clair. Oui, pardon. Pour Simon, j'aimerais savoir s'il y aura une suite du peintre à deux doigts. Si vous l'attendez. Ça se termine, enfin c'est un livre entier, il y a pas, c'est pas, à la fin il n'y a pas l'ouverture qui dit vraiment il va y en avoir un deuxième, mais elle laisse la porte ouverte C'est à pas la dans les suite des cartons. aventures. C'est pas dans les cartons, mais j'y ai pensé. Il pourrait y avoir des choses à faire, mais c'est pas Voilà, dans les cartons. parce qu'il y a peut-être encore beaucoup de questions à explorer sur la mystérieuse tante et les gens qui lui demandent de leur fournir des peintures. Voilà. Voilà, c'est bien, tu m'aides beaucoup, merci. Oui, mais ça serait dévoiler l'intrigue que d'en parler un petit peu plus, j'ai l'impression. Oui, parce que sinon on va finir par tout dire et plus personne ne voudra découvrir le roman, ce serait dommage. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un cercle de personnes qui gravitent autour de la tante, de ces peintures. Effectivement, ça pourrait partir sur ces personnes-là, sur ce groupuscule-là en tout cas. Donc vous allez pouvoir retrouver nos auteurs dans le hall du studio Raspail pour des séances de dédicaces ou pour parler avec eux ou les deux. On se retrouvera pour le prochain livre club seulement au mois de janvier avec de nouveaux livres. L'un des auteurs qui sera sur scène est aujourd'hui avec nous. Je ne vais pas le dénoncer, il est au fond de la salle. Le prochain spectacle de la Société littéraire, c'est le 18 octobre, le lundi 18 octobre à 20h, ici, La Grande Fugue. Et on vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. On remercie Daniel, Dominique pour toute la logistique et Jean Didier pour les lumières et le son, parce que c'est important. Merci à vous.